Dans ce 22e épisode, je vais vous raconter une belle histoire, qui commence en 1915, à une époque où la science était probablement plus passionnante que maintenant, parce que voulez-vous, le multivers, la théorie du tout, les supercordes, ça vous intéresse? Moi, ça m'ennuie profondément. J'arrive pas à rêver avec ces choses-là. Je crois que j'aurais aimé vivre au début du siècle, à l'époque du début de l'aviation, de la relativité restreinte, de la relativité générale, des premiers sous-marins. Vous savez, la critique que je ferai à la science d'aujourd'hui, elle manque terriblement de souffle épique. En juillet, j'ai participé à un colloque international de cosmologie qui se tenait à Francfort. Francfort, c'est la ville natale de Schwarzschild. Et le thème du colloque, c'était la physique des trous noirs. À cette occasion, un scientifique, Juan Maldacena, a donné une conférence plénière sur la thermodynamique des trous noirs. Et dans la plaquette du colloque, on pouvait lire: la solution de Schwarzschild a été pendant un siècle une source de confusion et nous a contraints à approfondir la façon dont nous concevions l'espace et le temps. Ceci nous a amené à une meilleure compréhension de la théorie d'Einstein. Sur le plan expérimental, cela a expliqué un certain nombre d'observations. Les aspects quantiques ont fait émerger des paradoxes théoriques qui nous ont contraints d'avoir une meilleure vision des relations entre la géométrie de l'espace-temps et la mécanique quantique. Il a alors fait un rappel historique en insistant sur le fait qu'en 1960, Kruskal avait étendu la solution de Schwarzschild à l'ensemble de l'espace-temps. À ce colloque de Francfort, où j'avais pu me rendre grâce à l'aide financière des internautes, et je les remercie chaleureusement, j'avais été un petit peu perplexe sur la façon d'agencer mon poster, donc j'avais mis les équations de champ, et puis j'avais présenté les différentes incidences observationnelles, mais en fait, comme le colloque était centré sur le trou noir, j'étais un petit peu déphasé par rapport à l'ambiance. J'ai alors avisé un tableau noir qui était juste à côté de mon poster. Et ça m'a donné l'idée de prendre un article que j'avais publié dans Modern Physics Letters A, et où, avec un changement de variable miracle, j'arrivais à faire disparaître toutes les singularités de la métrique de Schwarzschild, qui est justement à la base du trou noir. Donc j'ai gratté ça sur le tableau, et à ce moment-là, il y a des types qui sont passés, ils ont pris des photos, et puis il y a un grand senior researcher allemand, tout vêtu de noir, qui a regardé ce tableau, il a foncé les sourcils, comment faire disparaître les deux singularités d'un coup avec un seul changement de variable. Je n'ai jamais vu ça. Alors il m'a questionné comment vous utilisez un logarithme, un cosinus hyperbolique. Alors je lui ai passé le détail du calcul que j'avais sur une feuille de papier, et puis il est allé s'asseoir à côté sur une chaise. Pendant 20 minutes, il a regardé le calcul avec une grande concentration. Comme cette histoire lui paraissait sans doute assez inconcevable, il a dû chercher une erreur, puis comme il ne l'a pas trouvée, il m'a rendu la feuille de papier. Alors là, j'ai essayé d'un peu d'engager le dialogue. Je lui ai dit que, au sujet de ce problème mathématique, il y avait des tas de choses qui trouvaient leur source dans les articles originaux qui avaient été publiés par Einstein et Schwarzschild en 1915 et 1916. Et je lui ai dit: est-ce que vous les avez lus? Et là, j'étais très, très surpris. Il m'a dit non. Puis il m'a dit: vous lisez l'allemand? J'ai dit: non, je ne lis pas l'allemand, mais j'ai cherché des traductions en anglais. Alors je lui ai dit: écoutez, ces articles-là, je les ai dans mon portable, si vous voulez, on pourrait les regarder ensemble. Non, ça ne l'intéressait pas. Il m'a regardé avec l'air de dire: qu'est-ce que c'est que ce Français qui va chercher des trucs d'il y a un siècle? Alors ce qui m'a sidéré, parce qu'évidemment j'ai posé la question à tout le monde, j'ai trouvé personne qui ait lu ces articles, et en tout cas qui sache que Schwarzschild en 1916, il n'avait pas publié un article, mais deux. Et on verra que le contenu du deuxième article, qui est très probablement ignoré par tous les gens qui s'occupent de trous noirs, a une incidence absolument essentielle sur ce problème. Grâce à l'aide des internautes, après le colloque de Francfort en juillet, j'ai participé au colloque Cosmo 17 du 28 août au 1er septembre qui se tenait à Paris, dans l'université Paris Diderot. Alors c'est le colloque le plus important de l'année au plan international. Je vais vous donner un peu la liste des participants. Il y en avait 192. Alors vous aviez 32 japonais, 31 américains, 27 français, 27 anglais, 12 coréens, 10 allemands, 9 hollandais, 8 espagnols, 8 canadiens, 6 suisses, 5 polonais, 4 chiliens, 4 mexicains, 2 portugais, 2 estoniens,
2 Brésiliens, 2 Finlandais, 2 Italiens, 2 Iraniens, un Chinois, un Indien, un Suédois, un Israélien et un représentant des Émirats Arabes Unis. Par contre, en arrivant là-bas, j'ai cherché Françoise Combe, Thibaut Damour, Marc Lachiaiseray, Aurélien Barraud, Alain Riazulo, Philippe Usan, Jean-Pierre Luminet, Carlo Rovelli, bref, toutes les figures de notre cosmologie française, personne. On n'a pas vu non plus de journalistes scientifiques, ce qui fait que si vous voyez dans les presses scientifiques des commentaires sur ce colloque, ce sera des commentaires de seconde main, parce que je pense qu'ils ne trouvent pas nécessaire de venir. Prenez par exemple une des principales revues françaises de vulgarisation pour ces questions de cosmologie, la revue Ciel et Espace. J'avais signalé cette manifestation au directeur de la publication Alain Siroux, ainsi qu'à 4 journalistes, Philippe Henné-Rejos, David Fossé, Jean-Luc Dauvergne et Émilie Martin. Aucun des 5 n'est venu. Je suis donc allé à ce colloque parce qu'on avait accepté que je puisse y présenter un poster. Alors je vois tout de suite les réactions d'internautes qui diront alors quelles ont été les réactions. Il faut que je vous explique comment se déroule un colloque aujourd'hui. Il y a des conférences plénières en salle devant tous les congressistes qui sont agrémentées d'images que les gens présentent. Jadis on parlait de diapositives. Les posters, ce sont des présentations croupions de travaux qu'on juge de moins d'importance. À Paris, si j'étais pas intervenu en salle énergiquement, en demandant la parole après les exposés oraux, personne n'aurait remarqué ma présence. C'est très difficile d'expliquer des travaux aussi complexes avec un simple poster. Et même si des curieux passent et demandent quelques explications, qu'est-ce que je pourrais fournir? Vous avez vu la quantité de vidéos qui a été nécessaire pour développer une démarche qui vous mène au modèle Janus. Alors quel est le premier bilan de ma présence dans ce colloque? Le fait que je sois admis simplement à présenter un travail dans ce colloque signifie que je ne suis pas un complet charlot, l'auteur de travaux fumeux, et que ça mérite quand même attention. Ça coupe aussi la chic à ceux qui voudraient me présenter comme un retraité un peu rouillé, ou comme le fait Étienne Klein, comme un type qui fuit la confrontation avec les autres chercheurs, et qui évite de présenter son travail dans la communauté scientifique. Mais franchement, en allant dans les colloques et en affichant des posters, parce que j'en avais présenté 2, il n'y a pratiquement aucune chance que mes travaux recueillent un écho. C'est comme ça. Pour cela, il faudrait que je puisse passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que je puisse présenter mes travaux dans un exposé oral en salle pendant 30-40 minutes. Mais même dans ce cas-là, je dirais que je ne suis pas sûr que ça suscite un intérêt. Alors que faut-il faire? À Francfort, j'ai vu un jeune Italien qui s'est pointé et qui m'a dit je comprends pas ce que vous venez faire dans ce colloque et comment vous pouvez imaginer que les gens puissent faire autre chose que vous tourner le dos, puisque les travaux que vous présentez, ça effondre complètement les leurs. Alors comme vous devez le savoir, l'univers, quand il est dans sa phase primitive, connaît une phase qu'on appelle l'inflation, où il se détend d'un facteur 10 puissance 35, quelque chose comme ça. Ceci étant dû à un champ d'inflaton. Et moi, avec des articles que j'ai publiés depuis 1988 et depuis 29 ans, je remplace ça par un modèle à constante variable. Bon. Ensuite, les masses négatives que je présente, ça remplace la matière sombre et l'énergie noire. L'interprétation que je donne des fluctuations du fond de rayonnement cosmologique, c'est pas non plus celles qui sont en cours actuellement. Pire encore, je vais vous expliquer aujourd'hui que je crois que les trous noirs n'existent pas. Or, le trou noir, c'est le pain béni des cosmologistes. Regardez par exemple Hawking qui a sorti des théorèmes fondamentaux avec Penrose sur la singularité centrale. Or moi je dis il n'y a pas de singularité centrale parce que les trous noirs n'ont pas d'intérieur. Regardez les problèmes de gravitation quantique, de thermodynamique des trous noirs. Comment voulez-vous être accueilli à bras ouverts avec des idées pareilles? La solution, en attendant ce jour béni où je serai autorisé à faire une présentation en salle, orale, c'est de multiplier les interventions après les conférences des intervenants. C'est ce que j'ai fait presque à tous les exposés pendant cette semaine de Paris. Par exemple, un certain Robert Brandenberger de l'université McGill au Canada, qui se présente comme un homme de la théorie des cordes, a fait un exposé où il a présenté un scénario avec rebond en évoquant le gaz de corde, les fluctuations des actions, enfin tout y est passé. Il termine en disant qu'il n'y a pas d'autre alternative à la théorie de l'inflation. Alors j'ai levé la main, on m'a donné le micro, j'ai pris la parole et j'ai évoqué les travaux que j'avais publiés depuis 1988 sur cette idée de constante variable, donc aussi de vitesse de lumière variable, qui résolvait le paradoxe de l'horizon.
Il a immédiatement botté en touche en m'orientant vers un chercheur canadien, un jeune, en me disant que celui-ci avait aussi œuvré dans cette voie et que je tirerais grand profit à échanger des idées avec lui. Alors il faut comprendre que pour Brauneberger, les actions, les cordes, la gravitation quantique, ce sont des sujets sérieux, solides. La vitesse de lumière variable, quelle idée. Laissons les farfelus discuter entre eux. Ceci étant, j'ai suivi le conseil de Brauneberger. J'ai pris contact avec ce jeune Canadien, très sympathique d'ailleurs, qui m'a tout de suite dit, vous savez, j'ai pas fait grand-chose dans ce domaine, et puis j'ai abandonné. Bref, on n'avait pas grand-chose à se dire tous les deux. L'exposé suivant était celui d'un chercheur italien qui travaille au laboratoire d'astrophysique du CEA de Saclay, un certain Filippo Vernizzi. C'est un théoricien de l'énergie noire. Là encore, il a évoqué toute une constellation d'idées que j'ai déjà montrées dans une vidéo précédente, sous la forme d'une animation. Il a rajouté à cela de nombreux mots dont je vous ferai grâce. Il a conclu son exposé en disant « Something is missing in our schema », c'est-à-dire « il y a quelque chose qui manque dans mon schéma ». Là, je suis bien d'accord. Ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment, il a dit que l'accélération de l'expansion cosmique était due à quelque chose qui produisait une pression négative. Après son exposé, c'était le coffee break, la pause café, les moments dans les colloques qu'on crée pour que les gens puissent un peu discuter entre eux. Alors je suis allé vers lui, puis je lui ai dit, une pression négative, c'est synonyme d'énergie négative, de densité d'énergie négative. Donc du point de vue quantique, ça soulève la question des états d'énergie négative, parce que ce type était évidemment un quanticien. Alors il m'a coupé immédiatement en me disant pas du tout, ça n'a rien à voir. La pression, c'est une force par unité de surface. Ça n'est pas une densité d'énergie par unité de volume. J'ai dit ok, alors à ce moment-là, considérons que la pression est une force par unité de surface. Il se trouve que j'ai fait pas mal de théorie cinétique des gaz, et en théorie cinétique, eh bien, la force, c'est le résultat du rebond des molécules sur une paroi. Détail à garder en tête, quand une paroi est en contact avec un fluide qui a une pression négative, ce fluide l'attire au lieu de la repousser. Quand ces molécules rebondissent sur la paroi, elles lui transfèrent la partie de la quantité de mouvement qu'elles emmènent avec elles, qui est perpendiculaire à la paroi. Alors si V est la vitesse d'agitation moyenne dans le fluide, et si ρ est la masse volumique en kg par mètre cube, après intégration, on trouve que la pression, c'est 1/3 de ρV2. Et cette masse volumique, cette densité ρ en kg par mètre cube, c'est le produit de la masse m des molécules par leur nombre par unité de volume. Et ça, le nombre, c'est une quantité essentiellement positive. Donc une pression négative, ça implique que les masses des molécules du fluide sont négatives. Et comme l'énergie c'est mc2, eh bien, on a une énergie négative, donc on a une densité d'énergie négative. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors face à cette avalanche d'arguments, il m'a répondu « Oui, calmez-vous, je suis d'accord, Alors j'ai ajouté « Ça implique l'existence d'états d'énergie négative ». En théorie quantique des champs, je cite le livre de Weinberg, page 76, on lit, je cite de mémoire parce que je connais le passage par cœur. Il écrit « Il n'y a pas d'état d'énergie négative, c'est-à-dire avec une énergie inférieure à celle du vide. Si on suppose que l'opérateur d'inversion de temps t est linéaire et unitaire, on a alors la conclusion désastreuse que pour tout état psi d'énergie E, on aurait un état d'énergie t-1e d'énergie moins E. Pour éviter ça, on est obligé de conclure que t est antilinéaire et anti-unitaire. Et ça, c'est dans le Weinberg. Et quand vous évoquez une instabilité des états d'énergie négative, vous pensez à une émission de photons d'énergie positive. Or, en toute logique, des particules de masse négative et d'énergie négative devraient émettre des photons d'énergie négative, ce qui les ferait remonter vers l'état d'énergie zéro. Et ça, présentement, vous ne le gérez pas. Alors il a ri, il a dit « Oui, c'est promis, j'en tiendrai compte ». Et là, il a tourné les talons, il m'a planté là. Vous voyez donc que Vernizzi a refusé tout dialogue sur le sujet. J'ai adressé une proposition à son laboratoire du CEA Saclay, une proposition de séminaire sur ce sujet. S'ils me répondent, je vous informerai. Il existe beaucoup de forums où on discute des questions de physique. Et si vous allez sur l'un d'eux, et vous serez surpris de voir que si vous soulevez la question des énergies négatives, on vous opposera des arguments d'autorité exempts de toute logique. La raison est simple. La théorie quantique des champs a éliminé d'emblée les états d'énergie négative, en considérant tout simplement qu'il n'y avait aucun
phénomènes physiques qui collaient avec des choses comme ça. Et ça, c'était vrai jusqu'à la découverte de l'accélération de l'expansion cosmique, qui va de pair avec une pression négative, donc avec une densité d'énergie négative, donc avec des états quantiques d'énergie négative. Ça ne signifie pas que la théorie quantique des champs soit fausse, ça signifie qu'elle doit être étendue, complétée. Vernizzi, au lieu de se précipiter sur ce nouveau champ de recherche, préfère nier l'évidence et tourner les talons. Dans un exposé du jour suivant, on a eu une conférence d'un certain Daniel Harlow du MIT, du célèbre Massachusetts Institute of Technology, qui nous a fait un exposé sur le thème « Trou noir, principe holographique et information quantique ». Or, je citerai simplement une de ces phrases. Ainsi, en mettant en jeu l'intrication de l'espace code, on peut reproduire le comportement paradoxal de cette sous-région duale comme nous venons de l'évoquer. À la suite de son exposé, j'ai levé la main, j'ai pris la parole et j'ai entrepris d'intervenir comme j'aurais dû le faire à Francfort. À Francfort, j'ai pas osé, quoi. Vous savez, il faut un certain moral pour, comme disait un de mes amis, intervenir en milieu hostile. Donc quand j'ai eu le micro, j'ai dit bon tout le monde sait que le modèle du trou noir est né d'une solution trouvée par le mathématicien Schwarzschild en janvier 1916. Maintenant, est-ce que les gens savent qu'il a fait un second article en février 1916 ? Et là, il y a eu un silence dans la salle. Alors j'ai dit, mais quels sont ceux qui connaissent l'existence de ce second article ? Silence. Alors là, j'ai dit, bon, quels sont ceux qui ont lu le premier article ? Silence. Alors là, vous voyez la chose suivante, c'est que les black hole men, les spécialistes du trou noir, ils n'ont jamais lu les articles qui représentent le point de départ des théories qu'ils ont entrepris de développer. Et le plus grave, c'est qu'ils ignorent le deuxième article de Schwarzschild qui justement va changer pas mal les choses et dont il va être question dans cette vidéo. On a eu ensuite un autre exposé d'un nommé Hendrik Hildebrandt qui est du laboratoire Alta de Bonn, un Allemand. Alors là, c'était très intéressant parce qu'il présentait toutes les techniques qui permettent, à partir de l'examen de 1 million de galaxies, de créer des sortes de cartes de la matière sombre par effet de lentille gravitationnelle faible, weak lensing. Alors évidemment, moi j'ai pris la parole et je lui ai dit, mais est-ce que vous ne pourriez pas envisager de reprendre cette étude en envisageant cette fois que cet effet de distorsion des galaxies que j'ai évoqué dans une vidéo précédente puisse permettre de cartographier une masse négative, étant donné que ces masses négatives, comme l'ont montré des Japonais en 2006, créent un effet de distorsion radiale au lieu d'un effet de distorsion azimutale. Alors il m'a dit, mais vous savez, un manque de matière sombre, ça fait aussi une distorsion radiale. Je dis oui, mais c'est pas ça, c'est reprendre complètement le problème avec uniquement de la masse négative. Et là, j'ai ajouté que je pensais que ça impliquerait une modification très minime de son programme de traitement, et que peut-être qu'à ce moment-là, avec ça, on pourrait retrouver la distribution lacunaire telle que l'avait construite Zvi Piran. Et là, ça n'a pas donné d'écho. Après la conférence, il y avait le coffee break, il est allé discuter avec des gens, et qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas non plus m'acharner en essayant d'insister, quoi. Quand j'étais à ce colloque, je pensais à ce film d'Arthur Penn qui s'appelle Little Big Man. Vous vous rappelez, dans cette histoire, vous avez un blanc qui s'appelle Jack Crabb, dont le rôle est tenu par Dustin Hoffman, qui, à un moment, est dans un campement indien avec son père adoptif, Paul de la vieille hutte, et il y a le 7e régiment de cavalerie de Custer qui se livre à un massacre épouvantable. On appellera ça aujourd'hui une purification ethnique. C'est affreux, les soldats tuent hommes, femmes et enfants. La propre femme de Jack Crabb reçoit une balle et elle est tuée avec son enfant qu'elle porte et qu'elle a sur son dos. Crabb et son père adoptif progressent au milieu de cette tuerie, mais il semble que les soldats ne fassent absolument pas attention à eux. Lorsqu'ils arrivent à gagner la rivière Wichita et à s'échapper, quand ils sont tirés d'affaire, Paul de la vieille hutte fournit son interprétation du fait qu'ils aient échappé au massacre. Il dit c'est très simple, nous étions devenus invisibles. Et moi je me suis demandé dans ce colloque si j'étais pas devenu invisible aussi. Toutes les interventions que je faisais dans ce colloque partaient d'un bon sentiment. Moi, je voulais simplement élargir le débat. Mais vous avez vu le malaise que j'ai suscité en demandant si les gens avaient lu les articles originaux de Schwarzschild. Alors là, j'ai aggravé complètement mon cas à la suite de 2 autres conférences. La première était celle de Sylvia Galli, qui est de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui nous avait présenté les éléments de comparaison entre le modèle de Milan lambda CDM et puis les observations.
Et le second était un exposé d'un Coréen qui s'appelle Ki Young Choi et qui présentait les différents modèles de matière sombre. Alors, les deux fois, j'ai simplement évoqué le phénomène du Great Trapeller, dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, en demandant comment ils interprétaient ça, à la fois sous l'angle du modèle lambda CDM et puis de la matière sombre. Et là, il y a eu un silence très lourd. En fait, ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Là, ma femme me disait, si tu continues, tu vas être interdit de colloque. Il y a eu encore l'exposé de Deborah Sijaki de l'Institut d'astronomie de Cambridge, une anglaise, qui nous a montré tout ce qu'on pouvait espérer trouver avec les simulations en 3D, avec des points masses, etc., et des milliards de points. C'était passionnant. Là, j'ai pas pu m'empêcher de reprendre la parole encore une fois, et je lui ai dit, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de rajouter des masses négatives? En fait, depuis le début du colloque, je pense que la plupart des gens se disaient, mais qu'est-ce qui nous fait chier avec ces masses négatives? Et là, bon, j'ai dit que si elle mettait des masses négatives avec une densité plus forte pour celle-ci, après l'ère radiative, on pourrait retrouver la structure à grande échelle de l'univers, comme j'avais trouvé en 92, avec des conglomérats de masse négative et une structure lacunaire, éventuellement la structure spirale liée à la friction dynamique entre les galaxies et leur environnement de masse négative. Et là encore, j'ai fait un flop complet. Alors elle s'est bien parlé de l'importance que prenaient les trous noirs géants dans la dynamique des galaxies. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais vous n'arrêtez pas de me parler de trous noirs géants, mais qu'est-ce que vous avez comme preuve que c'est des trous noirs? Alors là, elle est restée interdite. Elle me dit, oui, mais il y a les étoiles qui vont très vite autour du centre galactique. Je dis, oui, mais vous prenez le système solaire, vous prenez une sphère qui a comme rayon une orbite qui correspond à la ceinture d'astéroïdes, 300-400 millions de kilomètres. Vous remplissez ça avec un matériau qui est la densité moyenne du Soleil, qui, vous savez, est voisine de celle de l'eau, et vous obtenez vos 4 millions de masses solaires. Et s'agissant de ce fameux trou noir géant au centre de la galaxie, il ne se comporte pas comme un trou noir. Par exemple, quand on a mis sur orbite le satellite Chandra, qui était pour la première fois équipé pour recevoir des rayons X, et on l'a pointé vers le centre galactique, on s'attendait à avoir une bouffée incroyable. Résultat, il n'y avait rien. Alors à ce moment-là, les astrophysiciens ont dit que c'était un trou noir repu. Bon, ensuite, en 2011, on a détecté un nuage de matière interstellaire qui fonçait vers ce trou noir géant. Alors, vous trouverez ça dans une vidéo de Françoise Combe. On a même fait des simulations pour montrer ce qui allait se passer. Le gaz devrait se déformer en étant aspiré par le trou noir. Et puis, non, il n'a pas du tout suivi les résultats de simulation. C'est pas bien, ça. Il n'y a eu aucune réaction, ni de la conférencière, ni de l'assistance, pendant la séance et après, rien. En fait, ces colloques sont un petit peu des offices religieux. Vous avez la gravitation quantique, vous avez les trous noirs, vous avez l'inflation, vous avez l'énergie noire, et on assiste à des offices religieux. Et si vous posez une question, imaginez vous rentrez dans une église et vous dites tout d'un coup dans une mosquée, mais dites tout ce que vous me racontez là, est-ce qu'on en est sûr? Est-ce que ça a vraiment existé? Mais on va vous foutre dehors, quoi, c'est tout. Dans ce colloque, je suis toujours intervenu avec une voix posée, en évitant de passer pour un énergumène, mais rien que ce que je disais suffisait à créer un véritable désastre. Alors j'ai essayé de faire une dernière tentative avec un prix Nobel qui était présent au colloque, c'est George Smoot. Il a eu le prix Nobel en 2006 pour avoir montré que le rayonnement fossile avait une allure de rayonnement de corps noir. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'il a inventé cette expression en disant qu'on contemplait le visage de Dieu. J'avais vu aussi en particulier que Smoot était membre du laboratoire d'astroparticules et de cosmologie de l'université de Paris Diderot, précisément organisatrice du colloque. Et avant de venir au colloque, j'avais caressé l'espoir de pouvoir un jour présenter mon travail à Smoot. Alors à la suite d'une séance, il était en train de quitter l'amphi, je me suis mis à son côté et je lui ai dit, Monsieur Smoot, j'aurais aimé vous présenter mes travaux en séminaire. Il m'a dit, oh, vous risquez pas, je vais partir à Hong Kong bientôt. J'ai dit, bon d'accord, mais on a le temps. Et j'ai dit, je ne sais pas si vous avez vu mon poster, mais j'ai un modèle cosmologique où j'introduis des masses négatives. Et il me répond tout de suite, en riant, vous savez, quand on met des masses négatives et des masses positives, elles accélèrent et l'énergie des masses positives tend vers l'infini. Et moi je lui dis, mais ça c'est quand on a une seule équation de champ. Moi j'ai deux équations de champ et j'arrive justement à éliminer ce problème. Mais à aucun moment il n'a tourné la tête pour me regarder.
Donc on est arrivé près de la machine à café et il s'est versé une tasse de café. Moi je lui dis, écoutez, je ne suis pas un crackpot, j'ai publié mes travaux dans des revues et comités de lecture, est-ce que vous pourriez pas m'écouter? Il m'a tourné le dos et il est parti. J'avais déjà eu un échantillon de ce qui pourrait se passer dans les colloques à Francfort. À Paris, ça s'est confirmé et ça n'a pas été très très marrant pour moi. Moi, je vous dirais que ça revient à faire des interventions en milieu hostile. Dans une vidéo précédente, j'avais signifié mon intention de tenter de participer au colloque Fermi qui devait se tenir en Allemagne du 15 au 20 octobre 2017. J'ai donc tenté de soumettre un nouvel abstract, mais je me suis trouvé bloqué par la procédure d'inscription par Internet où à ce moment-là on demande aux gens quel est votre laboratoire d'affectation. Étant à la retraite depuis 17 ans, je ne pouvais absolument pas répondre à cette question. Ma demande n'a alors pas été prise en considération. J'ai alors eu l'idée de prendre rendez-vous avec Jean-Gabriel Cuby, qui se trouvait être le directeur de mon ancien laboratoire, le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Il existe en France un statut un peu particulier de collaborateur associé qui permet à des gens retraités de continuer à figurer sur les rôles du labo sans que pour cela leur donne droit à intervenir dans la conduite des affaires du laboratoire ou de bénéficier de subventions et de crédits. Ça permet également d'avoir une adresse email de laboratoire. J'ai formulé cette demande à Cuby et il m'a opposé immédiatement un refus catégorique et définitif. Même refus face à toute idée de présenter mon travail d'astrophysique, de dynamique galactique dans le laboratoire. Une telle situation orpheline m'empêche également de faire figurer mes travaux dans la base de données HAL du CNRS, où il y a déjà plus de 100 000 documents. En effet, là encore, dès que j'essaye de mettre quelque chose, la question se pose à laquelle je ne peux pas répondre: dans quelle formation de recherche êtes-vous? Et alors, bien évidemment, toute tentative d'installer un travail se solde par un échec et ça m'empêche d'en faire état au sein de la communauté scientifique française. Si une formation universitaire recherche pouvait accepter de manière purement formelle dans le domaine de l'astronomie, l'astrophysique, la physique théorique, la cosmologie, de me faire figurer sur le rôle de son laboratoire, ça me rendrait pas mal service. Fin de cette première partie de cette vidéo Genus 22 qui sera très longue, qui fera plus de 2h30. Mais il s'agit d'un ensemble, donc je vous incite maintenant à aller sur la seconde partie.